Avant même que cette histoire commence, je veux que tu fasses quelque chose avec moi. Écris dans les commentaires, ce qui se brise peut renaître autrement. Juste ça. Ça va paraître simple maintenant, mais dans quelques minutes, tu comprendras pourquoi ces mots changent tout. Parce que ce que tu vas voir n'est pas juste une histoire pour passer le temps. C'est quelque chose qui va te secouer. Quelque chose qui parle de perte, de rage, de cette douleur sourde quand tu réalises que tout ce que tu savais faire, tu ne peux plus le faire. Peut-être que toi aussi tu as déjà senti ça. Ce moment où tout s'effondre, où tes mains ne répondent plus, où ce que tu croyais être ta force devient ta faiblesse, où tu regardes ta vie et tu te dis « c'était censé être différent ». Mais écoute-moi bien, parfois, la fin n'est qu'un début qu'on refuse encore de voir. Cette histoire a des tournants, des moments où tu vas croire que c'est fini, et puis quelque chose change. Tu vas peut-être te reconnaître dans cette lutte, dans ce père qui tremble devant un morceau de bois, dans cette petite fille qui comprend ce que les adultes oublient. Et même si tu penses que le moment le plus fort est déjà passé, attends. Ce qui arrive dans les dernières minutes peut tout transformer. La vraie révélation n'est pas celle que tu attends. Alors, reste jusqu'au bout. Si cette histoire te touche, laisse un like et abonne-toi. Pas pour moi, mais parce que des histoires comme celle-ci, on en a besoin. Pour se rappeler qu'on n'est pas seul à trembler, qu'on n'est pas seul à vouloir abandonner, et qu'il y a une beauté terrible dans le simple fait de continuer. Cette histoire t'enseigne à ne jamais abandonner. Mais d'abord, elle t'enseigne pourquoi c'est si difficile de tenir bon. Le vent glacé de novembre griffait les fenêtres de l'atelier comme un animal désespéré cherchant refuge. Thomas observait ses mains tremblantes, ses mains qui autrefois sculptaient le bois avec la précision d'un chirurgien et la tendresse d'un père berçant son enfant. Maintenant, elles ne produisaient que des échecs. Des morceaux de chêne abandonnés jonchaient le sol, témoins silencieux de 6 mois d'impuissance. L'accident avait eu lieu au printemps. Une seconde d'inattention, le hurlement de la scie circulaire, puis le rouge. Tendre rouge. Les médecins avaient sauvé sa main droite, mais les nerfs sectionnés avaient laissé ses doigts maladroits, étrangers à eux-mêmes. Pour un ébéniste de 5e génération, c'était une sentence de mort professionnelle. « Papa, tu viens ?» La voix de Léa, sa fille de 9 ans, montait depuis la cuisine. Il avait promis de terminer son carrousel musical pour son anniversaire. Un projet commencé 2 ans auparavant, avant l'accident, avant que le monde ne s'effondre. Chaque cheval sculpté représentait un souvenir partagé. Leur première visite au cirque, le jour où elle avait appris à faire du vélo, leur complicité silencieuse dans cet atelier où elle aimait le regarder travailler. Il manquait le dernier cheval, un seul, et Thomas ne parvenait plus à le créer. « J'arrive, ma puce », mentit-il, la gorge serrée. Sur l'établi reposait une lettre de la banque. 3e rappel. L'atelier familial, ouvert depuis 1897, allait fermer ses portes. Les commandes s'étaient taries après l'accident. Les clients voulaient le Thomas d'avant, pas cette version diminuée qui ratait les angles et cassait les joints délicats. Ce soir-là, alors que Léa dormait, Thomas se retrouva devant l'atelier de son grand-père décédé, un homme qu'il n'avait connu qu'à travers les histoires. Dans une vieille boîte en fer, il découvrit un carnet jauni. Sur la première page, une phrase écrite à l'encre bleue. « L'abandon est une décision. La persévérance est un choix qui se refait chaque matin. » Les pages suivantes racontaient l'histoire d'un échec monumental. En 1943, son grand-père avait accepté de restaurer un retable pour une église bombardée. Pendant 3 ans, il avait travaillé, mais ses mains vieillissantes refusaient de retrouver leur agilité d'antan. Les paroissiens perdaient espoir, lui aussi. Pourtant, page après page, le carnet documentait non pas l'œuvre, mais la lutte quotidienne pour continuer. La dernière entrée était datée de 1946. « Aujourd'hui, j'ai terminé. Mes mains ont changé, alors j'ai changé ma manière de créer. L'œuvre n'est pas celle que j'avais imaginée, elle est meilleure, car elle porte en elle toutes mes cicatrices. » Thomas ferma le carnet, les yeux brûlants. Dehors, la nuit était opaque et le vent hurlait toujours, mais quelque chose s'était allumé dans sa poitrine. Une lueur fragile, presque ridicule face à l'immensité du désastre, mais une lueur quand même. Il retourna dans l'atelier, alluma la lampe et prit un morceau de bois. Ses mains tremblèrent. Il respira profondément et fit le premier geste, le plus difficile de tous.
recommencer. Les premières semaines furent une descente aux enfers. Chaque matin, Thomas se réveillait avec la résolution d'un guerrier partant au combat. Et chaque soir, il s'effondrait sur sa chaise, entouré de débris de bois et d'espoirs fracassés. Ses mains refusaient d'obéir. Les outils qu'il manipulait depuis l'enfance étaient devenus des extensions hostiles de lui-même. Léa observait en silence, ses grands yeux noisettes chargés d'une inquiétude trop mûre pour son âge. Elle avait cessé de demander quand le carrousel serait terminé. Au lieu de cela, il s'asseyait dans l'atelier après l'école, faisant ses devoirs pendant que son père luttait contre l'impossible. Un soir de décembre, alors que la neige commençait à tomber, un vieil homme frappa à la porte de l'atelier. Il portait un manteau élimé et une écharpe tricotée main. Ses yeux clairs étaient ceux de quelqu'un qui avait vu beaucoup de tempêtes. « Je m'appelle Henri, » dit-il simplement. « J'ai connu votre grand-père. Il m'a appris l'ébénisterie après la guerre, quand j'avais tout perdu. » Thomas l'invita à entrer, méfiant mais curieux. Henri parcourut l'atelier du regard, s'arrêtant sur le carrousel inachevé. « Le dernier cheval, » murmura-t-il. « C'est toujours le plus difficile. »« Je ne peux plus, » avoua Thomas, la voix brisée. « Mes mains, elles ne sont plus les mêmes. » Henri s'approcha de l'établi et ramassa un ciseau à bois. Il le tint d'une manière étrange, presque maladroite. C'est alors que Thomas remarqua, la main gauche d'Henri était déformée, les doigts figés dans une position bizarre. « Mine antipersonnelle, 1944, » expliqua Henri sans émotion. « Votre grand-père m'a dit la même chose que je vais vous dire maintenant. Vous cherchez à retrouver ce que vous étiez. C'est impossible. La vraie question est « qui allez-vous devenir ?» Les mots frappèrent Thomas comme une lame froide. Henri passa la main sur le bois inachevé du dernier cheval. « Vous savez pourquoi vous échouez ? Parce que vous utilisez encore les techniques d'avant. Votre corps a changé, mais votre esprit refuse de l'accepter. Il faut réapprendre. Tout. » Cette nuit-là, Henri revint chaque soir pendant 2 semaines. Il n'enseignait pas l'ébénisterie à Thomas, il lui apprenait à apprivoiser ses nouvelles mains, à trouver d'autres angles, d'autres prises, d'autres chemins vers la beauté. C'était humiliant, frustrant. Thomas se sentait redevenir un apprenti maladroit. Mais quelque chose changeait, millimètre par millimètre. Puis vint le jour où Henri n'apparut plus. Thomas frappa à l'adresse qu'il lui avait donnée et découvrit un appartement vide. Une voisine lui apprit qu'Henri était parti rejoindre sa fille dans le sud. Il disait qu'il avait une mission à accomplir ici. Je suppose qu'il l'a terminée. Thomas resta debout dans le couloir sombre, tenant un petit paquet qu'Henri avait laissé pour lui. À l'intérieur, un ciseau à bois, usé mais magnifiquement entretenu, et une note. Ce ciseau a survécu à la guerre, à mes doutes et à 50 ans de travail. Il vous survivra aussi. Continuez. Janvier arriva avec sa cruauté caractéristique. La banque avait fixé une date limite, fin février. Si Thomas ne pouvait pas prouver que l'atelier était viable, la maison et l'entreprise seraient saisies. 128 ans d'histoire familiale effacés par un tampon administratif. Léa avait surpris une conversation téléphonique. Elle ne dit rien, mais Thomas vit la peur s'installer dans ses yeux. Elle commença à faire des cauchemars. Le dernier cheval demeurait impossible. Thomas avait progressé, oui, mais pas assez. La pièce requérait une délicatesse que ses mains mutilées ne pouvaient plus offrir. Chaque tentative se terminait par un détail raté, une oreille asymétrique, une crinière brisée, un sabot grossier. Il avait refait le cheval 7 fois. 7 échecs monumentaux. Une nuit, incapable de dormir, Thomas descendit à l'atelier. Il contemplait le carrousel, ces 11 chevaux parfaits qui tournaient autour du vide accusateur où le 12e aurait dû se tenir. C'était une métaphore cruelle de sa propre vie, presque complet mais fondamentalement brisé. Dans un accès de rage et de désespoir, il saisit le bloc de bois du dernier cheval et le jeta contre le mur. Le bois se fendit en deux avec un craquement qui ressemblait à un os qui se brise. Thomas s'effondra sur le sol, la tête dans les mains, et pour la première fois depuis l'accident, il pleura. Vraiment pleura. Des sanglots profonds et déchirants qui remontaient des profondeurs de son âme blessée. « Papa ?» Léa se tenait dans l'embrasure de la porte, son ours en peluche serré contre elle. Dans la faible lumière de l'atelier, elle semblait si petite, si vulnérable. « Je suis désolé, » dit Thomas.
incapable de retenir ses larmes. « Je suis tellement désolé, je ne peux pas... Je n'y arrive pas. » Léa s'approcha et s'assit à côté de lui sur le sol froid. Elle ne dit rien pendant un long moment, se contentant de poser sa tête contre l'épaule de son père. Puis, d'une voix douce mais ferme qui semblait appartenir à quelqu'un de beaucoup plus âgé, maman disait que les choses les plus belles sont celles qu'on fait quand on pense ne pas pouvoir. Thomas se figea. Sa femme, morte 3 ans auparavant d'un cancer foudroyant, avait effectivement dit cela. Pendant sa maladie, alors qu'elle refusait d'abandonner, même quand les médecins ne lui donnaient plus d'espoir. « Tu te souviens d'elle » demanda-t-il, la voix tremblante. « Pas vraiment », avoua l'air. « Mais je me souviens de toi en train de me raconter ces histoires. Et je me souviens que t'as jamais abandonné de prendre soin d'elle, même quand c'était vraiment difficile. » La vérité le frappa comme une vague glacée. Il avait tenu la main de sa femme jusqu'au dernier souffle. Il avait continué à l'aimer quand aimer faisait mal. Il avait choisi de rester présent dans l'impossibilité absolue. Et maintenant, face à un simple morceau de bois, il voulait abandonner. Léa ramassa les 2 morceaux du bloc fendu. « Tu sais quoi ? Je pense que ce cheval devrait être différent des autres, parce que tu es différent maintenant. Et c'est pas grave d'être différent. » Dans l'obscurité de l'atelier, quelque chose se brisa en Thomas. Pas quelque chose d'autre, mais les derniers vestiges de l'homme qu'il essayait désespérément de redevenir. Et dans cet espace laissé vide, une nouvelle possibilité commença à germer. Le lendemain matin, Thomas contemplait les 2 morceaux de bois fondus avec des yeux neufs. Léa avait raison. Pourquoi le dernier cheval devait-il être comme les autres ? Pourquoi s'obstiner à reproduire ce qu'il ne pouvait plus créer ? Il passa la journée à observer les 11 chevaux existants. Chacun était techniquement parfait, sculpté avec la maestria qui avait fait sa réputation. Beau, certes, mais froid aussi. Parfait au point d'en être presque inhumain. Une idée folle commença à prendre forme. Et si le 12e cheval racontait une autre histoire ? Et s'il portait en lui la vérité de la brisure et de la reconstruction ? Thomas prit les 2 morceaux fendus et, au lieu de les jeter, commença à les assembler différemment. Il utilisa les techniques qu'Henri lui avait enseignées, celles qui travaillaient avec ses nouvelles limitations plutôt que contre elles. Ses mains tremblantes donnèrent au bois une texture rugueuse, presque vivante. Les imperfections devinrent des choix artistiques. Le cheval qui émergea était différent, radicalement différent. Là où les autres étaient lisses, celui-ci était texturé. Là où les autres étaient symétriques, celui-ci portait une asymétrie délibérée. On pouvait voir la ligne où les 2 morceaux avaient été réunis, transformés en une cicatrice argentée grâce à une incrustation de métal poli. Ce cheval ne galopait pas comme les autres. Il semblait se relever, une patte avant levée, comme s'il reprenait son équilibre après une chute. Sa crinière n'était pas parfaitement peignée, mais sauvage, vivante. Ses yeux, que Thomas sculpta avec une intensité nouvelle, portaient quelque chose que les autres n'avaient pas. De la profondeur, de la douleur, et quelque chose qui ressemblait à de l'espoir têtu. Léa entra dans l'atelier un après-midi et s'arrêta net. Elle tourna lentement autour du carrousel, observant le nouveau cheval au milieu des anciens. « Il est le plus beau, dit-elle. « Il est différent, corrigea Thomas. C'est pour ça qu'il est le plus beau. » Thomas travailla jour et nuit pour terminer les détails finaux. Il intégra le cheval au carrousel, ajusta le mécanisme musical qui avait patiemment attendu 2 ans. Quand il remonta la clé et que la première note tinta dans l'atelier, quelque chose de magique se produisit. Les chevaux se mirent à tourner, les 11 premiers dans leur perfection classique, et le 12e, le différent, celui qui racontait une histoire de chute et de relèvement, brillant d'une beauté brute au centre de tous les regards. Léa applaudit, les larmes aux yeux. Thomas s'agenouilla devant elle. « Joyeux anniversaire, ma puce, avec 6 mois de retard. C'est le plus beau cadeau du monde.
murmura-t-elle en se jetant dans ses bras. Cette nuit-là, Thomas photographia le carrousel et envoya les images à ses anciens clients avec un simple message. « J'ai changé. Mon travail aussi. Si vous cherchez la perfection du passé, je ne suis plus votre artisan. Mais si vous voulez quelque chose qui porte une âme, je suis toujours là. » Il s'attendait au silence, à la fin définitive. 3 jours plus tard, sa boîte mail était pleine. Des commandes, des questions, des messages d'encouragement. Un restaurateur de musée écrivit « Votre nouveau style est exactement ce que nous cherchons pour restaurer une collection d'art populaire, l'authenticité de l'imperfection humaine. » La banque accepta de prolonger le prêt. L'atelier avait survécu, mais plus important encore, Thomas avait découvert qu'abandonner l'homme qu'il était ne signifiait pas abandonner tout court. Cela signifiait devenir quelqu'un de nouveau. Le printemps revint, et avec lui, une lumière différente filtrait à travers les fenêtres de l'atelier. Les arbres bourgeonnaient dans la cour, et pour la première fois depuis l'accident, Thomas sentit que lui aussi renaissait. L'atelier avait changé. Les étagères qui contenaient autrefois des exemples de perfection technique abritaient maintenant des pièces qui racontaient des histoires. Chaque commande que Thomas acceptait désormais portait une partie de son voyage. La beauté dans la brisure, l'élégance dans l'imperfection, la force dans la vulnérabilité. Un après-midi de mai, Léa fit ses devoirs dans l'atelier comme elle le faisait souvent. Elle leva les yeux de son cahier et observa son père qui travaillait sur une table commandée par une famille pour célébrer le 100e anniversaire de leur grand-mère. « Papa, dit-elle, tu peux me raconter l'histoire du cheval différent ?» Thomas posa ses outils et s'assit à côté d'elle. C'était devenu un rituel entre eux, cette histoire qu'elle demandait encore et encore, comme si elle en découvrait chaque fois une nouvelle couche de sens. « Il était une fois, commença-t-il, un cheval qui croyait que, pour être aimé, il devait être parfait. Un jour, il tomba et se brisa en deux. Il pensa que c'était la fin. Mais il découvrit quelque chose d'extraordinaire en se reconstruisant différemment, en acceptant ses cicatrices. Il devint plus beau qu'il ne l'avait jamais été, parce qu'il était devenu réel. « Et les autres chevaux ?» demanda Léa, connaissant déjà la réponse mais voulant l'entendre. Les autres chevaux étaient magnifiques à regarder, mais lui, on pouvait le comprendre. On pouvait voir son histoire, et c'est ça qui touchait les cœurs. Léa sourit et retourna à ses devoirs. Thomas la regarda un moment. Cette petite fille qui avait été son ancre dans la tempête, qui lui avait rappelé pourquoi continuer quand continuer semblait impossible. Quelques semaines plus tard, un journaliste vient interviewer Thomas pour un article sur les artisans locaux. Il photographia l'atelier, les nouvelles créations et bien sûr le carrousel qui trônait maintenant dans un coin que Thomas refusait de vendre malgré les offres généreuses. « Pourquoi gardez-vous cette pièce ?» demanda le journaliste. Thomas caressa doucement le cheval différent, celui qui se relevait éternellement. « Parce qu'il me rappelle que l'abandon est facile. C'est un moment, une décision, un soulagement temporaire. Mais continuer jour après jour, même quand tout semble perdu, c'est là que réside la vraie force. » Ce carrousel a pris 2 ans et demi à compléter. Chaque jour, j'avais 1000 raisons d'abandonner, mais j'avais une raison de continuer. Il regarda Léa, qui jouait dans la cour, chassant les papillons dans la lumière dorée du soir. Et cette raison était plus forte que toutes mes peurs. L'article fut publié le mois suivant. Le téléphone de Thomas n'arrêta plus de sonner. Des écoles d'art voulaient qu'il vienne parler de résilience créative. Des centres de rééducation lui demandaient de partager son histoire avec des patients qui devaient réapprendre à vivre avec des corps transformés. Mais la plus belle reconnaissance vint d'une lettre manuscrite qu'il reçut un matin d'automne. L'écriture tremblante était celle d'Henri. « Cher Thomas, j'ai lu l'article. Je suis fier de vous, mais je n'en suis pas surpris. Vous avez appris ce que votre grand-père a mis une vie à comprendre. Nous ne créons pas malgré nos blessures, mais à travers elles. Continuez à enseigner cette vérité par votre travail. Le monde a besoin de voir que la beauté peut naître de la persévérance. Avec toute mon estime, Henri. » Ce soir-là, après avoir bordé Léa,
Thomas retourna dans l'atelier. Il s'assit devant le carrousel et remonta la clé. La mélodie emplit l'espace, douce et mélancolique. Les chevaux tournaient lentement dans la lumière tamisée. Il pensa à son grand-père, travaillant sur son retable pendant 3 ans, alors que tout le monde doutait. Il pensa à sa femme, refusant d'abandonner jusqu'au dernier souffle. Il pensa à Henri, réapprenant à vivre avec une main brisée. Il pensa à Léa, qui comprenait déjà, à 9 ans, que la différence était une forme de beauté. Et il pensa à lui-même, à l'homme qu'il avait été et à celui qu'il était devenu. Non. Il ne retrouverait jamais l'habileté d'avant l'accident. Ses mains seraient toujours un peu maladroites, un peu tremblantes, mais elles étaient siennes, et elles pouvaient encore créer de la beauté. Le dernier cheval continuait de tourner, éternellement en train de se relever, portant fièrement ses cicatrices comme des médailles d'honneur. Thomas sourit dans l'obscurité. Il avait appris que l'abandon n'était pas une fatalité, mais un choix, et que chaque matin apportait avec lui la possibilité de choisir autrement, de choisir de se lever, de prendre ses outils, de trembler peut-être, mais d'essayer quand même. Parce que c'est dans cet effort répété, dans cette obstination silencieuse face à l'impossible, que résidait la plus profonde forme de courage humain. Ne jamais abandonner ne signifiait pas ne jamais tomber. Cela signifiait toujours se relever, encore et encore, comme ce cheval de bois qui tournait dans la lumière, racontant à qui voulait l'entendre qu'il y avait de la grandeur dans le simple fait de continuer. Et cette leçon, Thomas la transmettrait à Léa, comme son grand-père la lui avait transmise à travers le temps et le silence. Un héritage plus précieux que n'importe quel objet sculpté. La certitude que tant qu'on respirait, tant qu'on avait une raison d'aimer, il y avait toujours une raison de continuer. Toujours.